Bienvenue dans ce premier épisode de Les sportifs sont-ils neuneux ? Le podcast qui tente de déconstruire les stéréotypes sur les sportifs et qui part à la rencontre de personnalités uniques. Aujourd'hui, je reçois Noël Antoine Pierre, connu par le surnom Nono. Il est sportif de haut niveau en patinage artistique depuis maintenant pas mal d'années, membre de l'équipe de France. Il a été champion de France junior, vice-champion de France senior en catégorie couple. Il a représenté la France à des championnats d'Europe et des championnats du monde. Bref, ce serait trop long de retracer l'ensemble de sa carrière et nous sommes ici pour essayer de comprendre un peu mieux qui il est au-delà de ses performances sportives. Salut Nono, comment ça va ? Salut, ça va et toi? Ça va. Donc ça faisait sens pour moi de faire ce premier épisode avec toi, puisque nous avons patiné ensemble pendant plus de 5 ans. Donc finalement, tu es le sportif de haut niveau que je connais le mieux. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire qui tu es, comme tu le souhaites? Enfin plutôt, si tes proches devaient parler de toi, qu'est-ce qu'ils diraient sur toi? Comment je pourrais me définir? Je pense que qu'on me voit comme quelqu'un d'assez calme, posé, réfléchi. Je dirais, voilà, plutôt conciliant, euh, mesuré, voilà, des choses plutôt comme ça, euh, et d'engagé un peu. Ok. Je ne suis pas d'accord avec le calme. Je t'ai vu dans des moments où tu étais pas du tout calme après des entraînements. Par contre, mesuré et engagé, je trouve que vraiment ça te définit bien. Et du coup, justement sur ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui savent que bah, justement tu es quelqu'un d'engagé dans ce qu'on pourrait appeler la vie politique, que ce soit au club, à la fédération, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur les différents rôles que tu as pu avoir dans ta vie Dans par ma rapport à vie. ça? Oui, bah alors depuis quelques années, je me suis engagé dans la fédération. Donc d'abord en tant que conseiller fédéral. Donc c'est un poste qui consiste à, on va dire, on est un peu le Sénat ou une chambre, un organe de la fédération qui est là pour contrôler les actions exécutées par le bureau exécutif. Donc moi je suis arrivé au moment de toutes les polémiques. Ouais, Donc au à la moment, présidence de Nathalie voilà, Chala. Mm. donc après le départ de l'ancienne équipe. Et du coup, au moment où il a fallu un peu tout reconstruire et s'engager, donc Mm. là j'y suis depuis 5 ans Mm. maintenant. Non, 4 ans, parce que ça fait 2 ans avec là, 2 ans. Et maintenant, je suis président aussi de la commission des athlètes de haut niveau. Mm. Et, euh, et donc la commission, le but, c'est d'essayer de réfléchir à des choses pour améliorer la vie des sportifs de haut niveau, les informer, développer l'image des athlètes et promouvoir ses intérêts. Donc ça va sur des choses plutôt de la protection. Donc là, par exemple, mettre en place des formations auprès des filles sur toutes les particularités des spécificités féminines. Ça serait par exemple d'organiser une semaine de promotion auprès des clubs et des jeunes Mm. de nos athlètes. Voilà, donc ça c'est varié. Par exemple, faire attention à l'entraînement par rapport aux menstruations. Exactement. Exactement. Ok. Et du coup, concrètement, tu parles avec les sportifs de niveau de l'équipe de France, que ce soit patinage artistique ou toutes les autres disciplines qu'on connaît. Exactement. Bah déjà la CAN elle est composée de un membre de chaque discipline olympique. Mm. Donc on va avoir le short track, le bob, le skeleton, Mm. la danse sur glace. Donc bien sûr, naturellement, je suis plus proche de patinage artistique et Et danse danse sur sur glace, ouais. glace. Mais je suis en contact régulier avec des gens du short track et on Mm. essaye de communiquer le plus possible pour que les gens puissent faire remonter leurs problématiques et on puisse les aider. Ok. Et là, dans l'avenir et à long terme, est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à ça qui te plairait de faire? Par rapport à la CAN, tu veux dire Par ou... rapport à la CAN ou même par rapport à la vie politique de la fédération, du club, etc. Bah, d'un point de vue de la CAN, on aimerait vraiment beaucoup développer ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être athlète en exercice et mettre des choses en place. Donc, on est deux à peu près impliqués réellement. Donc, ça serait quand même vraiment de mettre en place, par exemple, un spectacle. Par exemple, on a réfléchi ça avec Adam, un spectacle de Mm. charité autour
d'organiser un événement pour promouvoir voilà une belle cause. Mm. Après à développer, moi c'est développer le sport de haut niveau et le couple artistique qui me tient à cœur Mm. dans notre fédération et ça va être des projets à long terme. Ouais. Mais aujourd'hui j'ai un rôle politique, mais peut-être que dans le futur j'aimerais plutôt être salarié entre guillemets et travailler réellement pour ça et soit dans un club, soit directement auprès de la fédération. Ouais. Toi, t'as un master en entraînement, ça, c'est, je sais plus l'intitulé exact. Alors j'ai un master, donc c'est un master STAPS sur le sport et l'expertise du haut niveau. Ok. Et donc il y a la licence STAPS qui est plus entraînement sportif et le Ouais. master était plus sur soit de la conduite de projet en milieu fédéral ou de l'accompagnement des scientifiques à la perf et à l'entraînement. Donc toutes les questions, essayer de mettre de rendre le plus possible optimiser l'entraînement Ouais. d'un point de vue scientifique avec qu'est-ce qu'on sait et comment on peut par des outils améliorer nos performances. Ok. Donc là, on n'est pas là pour valoriser les études ni les diplômes, mais moi, ce qui me questionnait, c'était plus comment tu as réussi à concilier vraiment ton entraînement, tes études, ta vie au club, etc. Bah alors jeune, j'ai eu la chance d'avoir donc là c'était pas vraiment moi qui m'en occupais, même pas du tout, mais depuis tout petit des accords. Donc moi je suis de Grenoble, Mm. dans les écoles, euh, que ce soit dès la primaire, donc on avait des horaires aménagés. Mm. Au collège aussi, où on nous faisait en fait par rapport à nos horaires de patin et d'entraînement, on prenait le meilleur emploi du temps Mm. possible. Au lycée, j'avais même la chance d'être aidé par des profs un peu en cours particulier, donc tout ça, ça m'a permis d'y arriver. Et après, j'ai fait ma licence en 6 ans. Tu connais, moi aussi. Donc, je faisais une demi-année par une demi-année, Ouais. ce qui a été long, mais ce qui m'a permis de pouvoir la finir parce que sinon, j'avais pas le Mm. temps. Et après, j'ai fait mon master en 2 ans, en fait, principalement grâce au Covid, parce Ah oui, oui, que, bah oui, parce que sinon, j'aurais pas eu le temps, en fait. Et le oui. Covid a fait que la première année, ça a arrêté. Et du coup, pendant 3 mois, en fait, j'ai pu rattraper tout ce que j'avais pas fait pendant le premier Mm. Ouais. semestre. Et le deuxième, vu qu'il y avait beaucoup de visio, Mm. bah du coup, je faisais ma séance de muscu en regardant mes cours. Ouais. Ok. Euh, bon, comme tu as fait des études un peu sur l'entraînement, tout ça, je pense que tu connais la pyramide de Maslow Oui. sur les besoins hiérarchisés avec tout en bas les besoins physiologiques, manger tout ça, ensuite les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, les besoins d'estime de soi, les besoins d'accomplissement personnel, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu fais attention dans ta vie par rapport à ton entraînement et même ta santé mentale, etc. Comment t'équilibres tout ça? Alors, j'y pense pas à la pyramide Oui, de Maslow. je pense pas que tu penses tous les jours à la pyramide, mais Mais, de toute façon, oui, c'est indispensable pour performer et même les choix de carrière que tu fais, c'est par rapport, entre guillemets, à ça, hein. C'est déjà être capable donc tous les choix que je fais, et de pouvoir travailler à côté en mm, entraînant pour pouvoir bah, manger, pouvoir s'entraîner, avoir un équilibre. Et, euh, et sans cet équilibre-là, je pourrais pas mm, être performant parce que si tu vas à l'entraînement mais que tu sais pas comment tu vas mm, pouvoir finir le mois, c'est pratiquement pas possible. Et malheureusement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup de sportifs à être dans cette catégorie-là. ouais, Je pense carrément. que Mm, on est beaucoup à devoir travailler et être en dessous du seuil mm, de pauvreté, je pense même. mm, mm. Donc voilà, faut faire avec et puis se débrouiller. Ouais. Et par rapport à tes relations sociales, toi, je sais que t'es très famille. Comment tu fais pour quand même concilier ça avec le rythme de l'entraînement qui est intense? Bah alors, la chance que j'ai eue pour les relations sociales, c'est que j'ai vécu longtemps à l'INSEP. Ouais, Donc quand j'étais à l'INSEP, j'avais mes potes qui étaient là, donc on mangeait matin, midi et soir ensemble. Donc ça, j'avais encore une vie sociale. ouais. Ma famille, j'ai ma sœur qui est là, donc qui habite pas loin de chez moi. Donc souvent, en fait, le dimanche, je Mm, mange avec et ça me fait un repas. Mais là, depuis que je travaille, en fait, je me fais pratiquement 7 jours sur 7. Donc j'ai pas vraiment le temps de voir des amis. mm, Euh, voilà. Après, j'ai toujours été habitué à avoir un peu ça parce que depuis tout petit, en fait, je sortais de l'école, moi, c'était direct entraînement et je restais ouais, pas 5 minutes à discuter avec mes ouais, potes. ouais. Donc j'ai une vie sociale un peu limitée. Mm, Maintenant, j'ai ma copine avec qui je suis, donc ça me mm, fait une interaction importante, mais je sais pas,
je fais avec. Mais je pense que vu que depuis que j'ai 6 7 ans, j'ai été habitué à ça, Hmm. je- Après, c'est une question de ouais, personnalité, ça dépend des gens, je le vis franchement. pas trop mal. Hmm. Oui, Ça va. ouais. Et est-ce que t'as d'autres choses qui te passionnent à côté de l'entraînement, ou même des petits plaisirs du quotidien, cuisiner, aller au cinéma, tout ça? Manger. 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 Manger, c'est le cœur. J'adore la nourriture. Je suis... Alors, je suis quand même très... Alors, j'aime beaucoup le cinéma, mais enfin, comme je pense beaucoup de gens, Hmm. je suis assez friand de tout ce qui tourne autour, par exemple, du sport ou des croyances que je peux avoir autour de ça et de m'informer sur la science autour de tous ces sujets-là. J'aime beaucoup la science en Ouais. général et là, tout ce qui est question... En fait, j'aime bien l'esprit critique et de me passionner sur... je suis content parce que j'ai découvert des chaînes sur le sport qui dit, Un ben, adepte des vidéos YouTube. oui, Ouais. exactement, de les croyances qu'on a dans le sport et comment même mon cerveau me trompe Ouais, ouais, par rapport à tout ça. Puis voilà, j'aime beaucoup la musique. J'écoute beaucoup, beaucoup de ouais. musique. On va en parler plus tard de la musique, mais là je vais revenir sur le fait que tu as dit que tu as habité à l'INSEP pendant pas mal d'années. Donc tu as été pensionnaire là-bas et tu as travaillé là-bas. Donc toi, tu as croisé vraiment pas mal de sportifs de haut niveau des équipes de France. Et du coup, comme c'est un peu le sujet du podcast, qu'est-ce que tu penses du cliché qui dirait que les sportifs sont plus bêtes que la normale ou plus incultes, etc. C'est totalement... Non, Bon, en fait, je pense que c'est comme un cliché, quoi. Donc, si tu vas à l'INSEP, et ben, tu vas te rendre compte qu'il y a de tout et comme en fait Oui. c'est juste un reflet de la société, de Mm, n'importe mm, quelle chose, donc on n'est pas plus intelligent que les autres, on n'est pas mm. plus bête. Après, je pense réellement qu'il y a juste une valorisation sociétale de ce qui est l'intelligence et ce qui ne l'est pas. Oui, oui, complètement. Et, et en fait, quelqu'un qui est capable, je prends l'exemple des footeux parce que souvent c'est ceux sur qui on tire facilement Oui. dessus. Et en fait, ben, l'intelligence de jeu, c'est une forme d'intelligence que Oui, clairement. le Mm, mec qui est capable de voir la passe à l'autre bout, ben, c'est une forme d'intelligence qu'il a mm, développée et lui, il n'a pas développé le fait de résoudre un théorème, mais quelque part, on pourrait même dire que si on réfléchit, c'est des mathématiques, des échecs en mm, fait. mm. Donc en fait, on a surtout une perception parce qu'on voit ça déjà parce qu'on le voit comme plus un hobby, le Ouais. sport. On n'a pas cette vision de ce que ça représente en termes de réflexion, de Mm. comment on met en place, de la charge d'entraînement, toutes ces choses-là. Et du coup, on a une vision, je pense, de loisir et qu'on fait ça comme ça, un peu au pifomètre. Oui, après, je pense qu'on a aussi la vision de les sportifs restent qu'entre eux. C'est un cercle très fermé depuis tout petit. Après, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans aussi. Mais je pense que chacun apprend des autres Ah bah, aussi. Après, complètement. tu regardes l'équipe de France de patinage, je pense qu'il y en a aucun qui a exactement la même personnalité. Et Ah non, voilà, non. on apprend des autres. Oui. Mm. Et puis c'est vrai que moi, à l'INSEP, c'est encore plus vrai quand t'es interne parce que tu vis avec des gens qui mangent, dorment et Oui, s'entraînent au même oui, endroit. oui, Donc, oui. et puis je pense que c'est un accélérateur de maturité aussi parce que tu te retrouves, si t'es bon à 14 15 ans déjà à Mm. voyager dans le monde, à pas avoir le temps, donc il va falloir tout de suite que t'aies une rigueur de travail si Ah tu veux oui, faire oui, des clairement. études. Mm. Mais voilà, je pense que, et puis il y a énormément de profils différents en fait Mm. et souvent il y a deux, trois sports médiatisés, deux, trois athlètes et en fait on fait pas énormément on connaît pas vraiment les sportifs. Mm. Donc Oui, oui, voilà. bah clairement, on voit que les performances et les résultats. Et du coup, toi, une dernière petite question là-dessus. Si t'avais pas été sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu aurais fait? Et ben, je sais pas si. Alors, je pense que j'aurais peut-être fait de la danse euh, Ouais, ouais, en ouais. spectacle. Est-ce que t'as fait de la danse à partir de quel âge? J'ai commencé à 3 ans Ouais, ou 4, je sais plus maintenant. 3 ou 4 ans. J'ai fait beaucoup de danse et je mm, pense que le spectacle, ouais. c'est quelque chose m'aurait tenté. Alors que je le retrouve pas tellement en patin, ce qui est un peu Ouais, tu te destines pas à faire du spectacle en patin après moins. la compétition? Moi, Ouais, beaucoup moins. c'est pas la même ambiance. Non, bah parce que je pense que quelque part, en fait, ce que j'aime, c'est la performance et qu'un Ouais. spectacle de danse, Mm. pour moi, j'ai plus un défi sur vraiment faire quelque chose de performance, alors que pour l'instant, en spectacle,
je rejoins moins ce côté performance que j'ai en compète, Ouais. avec devoir mettre les plus grandes de difficultés. Mm. Et du coup, j'ai pas la même, mais peut-être qu'avec le temps, je changerai d'a- Oui, et puis je pense que le spectacle de patinage est amené à évoluer aussi. Je pense qu'il y a aussi autre chose à apporter dans le spectacle et pourquoi pas en fait. Bah, c'est vrai que si tu réfléchis au patin libre, ça m'intéresserait plus. Ouais, voilà, moi le patin libre, donc du coup c'est une compagnie canadienne et qui est vraiment très différente de tout ce qu'on peut voir dans le spectacle de patin et c'est vrai que ça c'est super intéressant. Je vous invite à aller regarder sur internet ce qu'ils font parce que c'est super intéressant. C'est assez contemporain, moderne, je dirais. Ouais. C'est la culture. Ok, on va passer un petit peu à une partie culture puisque t'es un fan de musique autant que moi. Euh, une question, si tu devais aller sur une île déserte, quels seraient les 3 albums que tu emporterais avec toi? Je Euh, pense qu'on en a un en commun. Vas-y, dis. Je vais voir si. Random Access Ouais, Memories voilà. des Daft Punk, J'allais dire qui est ça. quand même une pépite. Euh, Peut-être varier un peu les ouais, styles. j'allais dire, tu sais quoi? J'allais dire Pink Floyd, Ouais, ok. The Dark Dark Side of Side the of the Moon. Moon. Ouais. Ouais. Et après, je prendrais bien un truc de rap, histoire d'avoir un peu de Tu carisses. charisme. Voilà, faut histoire de m'énerver tout seul. Non, je sais pas, soit peut-être un Orelsan. Alors lequel après? Ouais, ouais, il y en a plein de bien. Plutôt, toi, t'es plutôt dans les derniers, non? Ouais, les deux premiers, je les ai pas tellement écoutés. Ouais. Enfin, si déjà le deuxième. Mais ouais, allez, on va dire Ok, donc la fête est Daft finie. Punk, Pink Floyd et Orelsan. C'est vraiment très différent. Oui. Et oui, du coup, la musique qui fait quand même partie intégrante de notre sport, quelle place t'y accordes, toi, dans ton quotidien? Mais je suis pas loin de penser que je passe plus de temps à écouter de la musique que pas en écouter. Euh, dès que je sors, en fait, j'ai mes écouteurs et j'écoute Mm, de la musique. À l'entraînement, hein, j'ai tout le temps de la musique. mm, Donc la musique m'accompagne dans tout. Et bah, nous, on est obligé déjà de patiner en musique, donc je ouais. pense que c'est quelque chose qui fait partie de notre sport, Mm. qui est ultra important et moi, ça me motive. Donc, Oui, oui, complètement. Ouais, enfin, vraiment, dans notre sport, ça nous permet de nous lâcher, de nous exprimer, tout ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le patin libre, eux, ils utilisent pas tant de musique que ça dans leur spectacle. Et je trouve ils arrivent quand même à amener quelque chose. Et je trouve ça super fort parce que nous, on est vraiment habitués à musique, sur le tempo, etc. après, tu peux aussi considérer, si on va dans des débats philosophiques, non, mais que le bruit de la car, c'est du son et que de ce que t'en fais, tu peux en faire une Oui, oui, musique. clairement, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus. Après, je sais que des fois, nous, on nous dit, enfin, en tout cas dans le sport en compétition, qu'il ne faut faire le moins de bruit possible. Mais n'empêche que le bruit de... Enfin, tu demanderas à tous les patineurs, hein, Près d'une gare. mais le bruit d'une car sur la glace, il y a rien de plus satisfaisant. Hein. C'est les anecdotes. On va passer une petite dernière partie sur ce podcast. Je vais te raconter un peu des faits divers ou des anecdotes du sport. Hmm. Puis après, on peut en débattre. Pierre de Coubertin, il a fait une proposition au CIO en 1906. Il souhaitait l'intégration d'épreuves artistiques au programme olympique en 5 catégories distinctes: l'architecture, la littérature, la peinture, la musique et la sculpture. Ces épreuves, elles firent officiellement leur entrée aux Jeux de Stockholm en 1912. Donc, je te passe toute l'histoire. En vrai, ça a super bien marché. Ça a ramené pas mal de monde jusqu'à ce qu'il y ait une polémique parce que les artistes ont été autorisés à vendre leur œuvre à l'issue du concours olympique. Et évidemment, le CIO a fermement opposé au professionnalisme des sportifs. Il condamna cet acte qui jugeait contraire aux valeurs prônées par l'olympisme qui est amateur.
Et donc, les épreuves artistiques, elles furent officiellement bannies du programme olympique en 1954. Du coup, qu'est-ce que t'en penses un peu de cette idée qu'a eu Pierre de Coubertin, qui lui, pour lui, c'était vraiment, il y a un lien étroit entre culture et sport depuis toujours, depuis l'époque antique en fait. Bah, alors je pense que oui, oui, il y a un lien, Mm, et en même temps un fossé. Euh, alors je pense déjà peut-être propre à la France. mm, Je dirais que dans la culture anglo-saxonne, elle est peut-être pas autant, mais on le voit bien déjà dans les budgets qui sont alloués. La culture est quelque chose de quelque part noble, mm. voilà, et alors que le sport pas du tout, et on voit que les budgets sont pas du tout répartis, alors que on pourrait se dire que c'est quand même quelque chose qui est pratiqué par l'ensemble de la France. Donc déjà, il y a quand même une différenciation. Et après, il y a deux choses. Il y a la question de est-ce que c'est proche du sport? Bah, on peut dire que oui, dans le sens où un athlète, il va chercher à réaliser un mouvement parfait. Et d'ailleurs, n'importe quel geste sportif, la technique est belle. Mm. Euh, Ce qui peut paraître bête, mais à un moment donné, quand on voit un, un coup de pied, je veux dire, dans un sport de combat magnifiquement exécuté, on va dire que c'est beau, pourtant Oui, c'est de la oui. violence, ou au foot, une reprise de volée, on va dire waouh, c'est incroyable. Je pense à celle de Zidane en finale de la Ligue des Champions, qui sont pas des sports par essence esthétiques, Mm, contrairement à nous. Donc il y a cette recherche de la beauté du geste quand même, mm. et du coup qui a un lien avec nous. Et après, la deuxième question, c'est tout ce qui est la professionnalisation du sport. Ouais. Et là, enfin, si on réfléchit un peu à l'histoire du sport et ce refus au début de faire de la professionnalisation, il y a quand même un lien sur le fait que ben, ça voulait dire qu'il fallait avoir de l'argent pour faire du sport et te Oui, permettre. Donc moi, je complètement. suis Bah complètement après, pour, hein. à la base, les JO, c'est plus trop le cas maintenant. C'était quand même quelque chose d'assez bourgeois. Ah, Enfin, complètement. mm, mm. Puisque si t'avais pas d'argent, Bah oui. tu pouvais pas t'entraîner, et tu pouvais pas te permettre de partir en compétition. Et Après, encore, c'est encore aujourd'hui malheureusement le cas. Hmm. Selon les sports, il y a quand même des sports qui sont beaucoup plus coûteux financièrement Ah, que complètement. d'autres, hein. Complètement. Mais c'est sûr que le lien et d'ailleurs la définition du sport est toujours, enfin, Mm, l'activité physique est compliquée. Donc, est-ce que c'est pas quand on fait une performance artistique pendant des mm, heures, nous le patinage le premier, quoi. Est-ce que c'est de mm. l'art, est-ce que c'est du sport? Bah, c'est un Ouais, peu bien des deux. sûr. Donc, Après, je sais, tout est la question du jugement objectif ou subjectif, qui pour le coup, nous, en- ça fait grande partie de notre sport, qui a très longtemps été un jugement assez subjectif quand ouais, même. et qu'on essaye d'objectiver. Oui, bien sûr. Ouais. Et Mais c'est là où l'art, pour le coup, mm, ça devient très compliqué parce que je pense que l'art, ce qui est beau dans l'art, c'est l'originalité, c'est quand oui. même la créativité. Et que si on se mettait à juger de l'art, Oui, je je pense vois que si on pas commençait à mettre des critères, justement, ça enlèverait toute la l'intérêt. beauté de l'art, ouais. Mais sur ça, il y a une citation de Coubertin qui disait le sport doit être considéré comme producteur d'art et comme occasion d'art. Il produit de la beauté puisqu'il engendre l'athlète qui est de la sculpture vivante. Il est occasion d'art par les édifices qu'on lui consacre, les spectacles, les fêtes qu'il provoque. C'est très bien, C'est très bien, c'est un peu très ce bien qu'on vient de résumé. dire aussi. Et puis, En mieux que nous, mais ouais, dans des plus beaux mots. Mais nous, enfin, justement, notre sport est complètement à la limite entre l'art et le sport performance. Et je pense que c'est ce que t'aimes aussi un peu bah dans le c'est sport. clair que notre sport réunit euh, et la performance physique et la transmission d'émotions et on essaye par la chorégraphie ou les patineurs qui performent le plus, on transmettent réellement une émotion Ouais, aux spectateurs. Donc on voit et une performance technique, sportive incroyable et souvent on est transporté et ému par la proposition artistique. c'est beau. Ok. Une autre petite anecdote un peu qui est très récente. Il y a eu une épreuve de Big Air, donc du ski freestyle, qui a eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, il y a vraiment quelques jours, sachant qu'il fait 25 degrés en Arabie Saoudite. Puis sur la question écologique, il y a même le président de la Fédération française de ski qui a crié au fait que bah, c'était complètement absurde de faire ça là-bas. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, on est
plein complet dedans, un contexte écologique complètement particulier de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a une forme d'absurdité complète là-dedans, Mm. euh, je trouve. Et je pense que en fait, il y a un côté on veut tout le temps. Ouais. Et du coup, on veut que le sport soit de partout, on veut promouvoir tout ça, mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il y ait des limites physiques, tout ça, et de se dire, bah non, Mm. ça sera pas à cet endroit-là qu'on pourra faire du ski, quoi. Donc, je sais pas trop comment on va en sortir parce que en même temps, on est dans une logique de développement sportif ou des fédérations qui veulent toujours promouvoir et donc il faut faire du spectaculaire, Mm. et il y a des gens qui mettent de l'argent. Mm. Et en même temps, ceux qui mettent de l'argent vont faire ça dans des endroits où on se dirait, bah, c'est pas forcément le Ouais. plus optimum. Donc, c'est compliqué de se dire comment on va pouvoir. De toute façon, je pense que le sport de haut niveau va devoir réfléchir à aujourd'hui faire autrement que ce qu'on fait Oui, complètement. à voyager, Oui. faire des virages tu vas en Chine, tu reviens à l'autre bout du monde, puis tu reviens à côté de la Chine. Enfin, donc tout ça, déjà, rien que ça, c'est complètement absurde. Et les sports d'hiver, encore plus, quoi. Nous, les patinoires, faut vraiment qu'il y ait un renforcement sur les dépenses énergétiques. Mm. Mais là, le ski, c'est comme les championnats du monde, je crois, qui vont taper dans un glacier, quoi. Donc, quand on sait que les glaciers sont en train de Ah oui, bien sûr. subir, non, mais c'est comme ils veulent faire les jeux asiatiques, les jeux d'hiver asiatiques, en Arabie Saoudite aussi, je crois. Ah ouais. En 2000, je sais plus combien. Mais en même temps, ça illustre aussi le fait que ben, nous, on a une conscience de ça et que Mm. une majorité des pays, en fait, n'ont pas ce rapport-là et pour eux, ils en Mm. ont rien à faire, en fait. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais Oui, de toute façon, enfin, l'ensemble des sociétés est amené à changer dans les années à venir parce qu'on n'a plus trop le choix en fait. Donc forcément, le sport ne sera pas épargné. C'est juste savoir, bah, il va falloir réfléchir à des solutions parce que notre but, c'est pas que le sport de haut niveau ça disparaisse. C'est évidemment, enfin, les JO, c'est une très belle fête, voilà, qui réunit beaucoup de monde et voilà, c'est la fête du sport, mais comment, enfin voilà, on va être amené à devoir changer un peu. Par exemple, là, je sais que la France est candidate pour les JO d'hiver 2030 et ça a pas mal fait polémique quand même parce que finalement, il y avait plus qu'elle. Tout le monde oui. s'est retiré. Donc, c'est vrai il y a eu un peu des. Bah, je pense que ça montre aussi l'enjeu futur, c'est-à-dire que d'un côté, on veut ces événements encore, et en même temps, plus personne veut les organiser, et où Mm. après des nations qui vont être décriées pour beaucoup de raisons. C'est-à-dire que Oui. et c'est là la difficulté, c'est que si organisons-les, si on veut pas que ce soit fait dans des pays où on considère que les droits de l'homme Mm. sont bons, et en même temps, comment on fait des jeux. Après, c'est à nous de faire des jeux où, bah, mine de rien, alors Paris, je sais pas tout, mais mine de rien, on n'a pas fait 60 infrastructures. On est censé, voilà, créer des événements qui vont profiter le plus possible. Mm. Si là, ils ont refait le Stade de France, entre guillemets, et une piscine, Mm. bon, le village olympique, après, il sera. Donc, d'avoir des événements plus humains et. Est-ce qu'on pourrait pas faire des JO dans des villages olympiques qui existent déjà en fait? Bah, par exemple, bah, complètement, hein. Après, là, par exemple, à Paris, construire des habitations, on en a besoin. Donc, à la rigueur, tu te dis, bon, là, si ça a boosté limite le fait qu'on n'ait pas de logement assez en ce moment, Mm. tant mieux. Je sais plus combien il fallait construire de logements en France par rapport à la demande. Mais après, bah, l'idée de se dire on arrête de faire des événements à usage unique, il Mm. est complètement intéressant. Et de se dire pourquoi pas, à un moment donné, dire bah, on tourne en fait, et que normalement, là, les jeux en hiver, j'espère que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que on va reprendre le tremplin de Courchevel Oui, ou Albertville. Albertville, tout Ouais. ça, et on va arrêter de faire reconstruire un tremplin Mm. juste pour refaire un tremplin. On a déjà une piste de bobsleigh, reprenons la piste Mm. de bobsleigh. En fait, quand tu vois ce qui s'est passé à Rio, on a construit des stades énormes et qui 3 jours après servaient plus à rien, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais. Mm, mm. Ok, bon bah c'était super intéressant. Merci beaucoup Nono d'être Rien. venu discuter avec moi. Merci beaucoup Nono. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de notre premier épisode. Encore merci à Nono d'avoir accepté de discuter avec moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Et s'il y a des sportifs que vous aimeriez entendre dans ce podcast ou bien des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt dans le prochain épisode de Les sportifs sont-ils neuneux ? Les sportifs sont-ils neuneux ?